Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter d'un sujet qu'on m'a évoqué, donc sur l'intelligence artificielle notamment, et sur son impact sur les graphiques, sur les cours de bourse et notamment donc sur notre trading à nous. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. L'IA annonce-t-elle la fin du trading? Point d'interrogation. Et également on va regarder comment les hedge funds, les HFs et les hedge funds se sont gavés ces dernières années. Comment ont-ils profité de l'intelligence artificielle? Allez, c'est parti. Avant de commencer par le plan du jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même si ma chaîne vous est suggérée dans votre fil YouTube, c'est toujours mieux d'être abonné. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir les mises à jour, les nouveautés, les nouvelles vidéos. On est parti avec le plan du jour. Je vais traiter du contexte de l'intelligence artificielle en trading. L'intelligence artificielle, c'est un sujet assez vaste. On peut faire énormément de choses, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance biométrique, plein de choses. Mais c'est aussi en trading. C'est énormément de choses, il y a beaucoup de technologies derrière qui sont utilisées. On va regarder un peu le contexte global, on ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que par exemple un réseau de neurones. Ça, c'est pas l'objet de la vidéo, on va rester relativement général sur ces concepts-là. Deuxièmement, comment ils gagnent avec l'intelligence artificielle, le ils au pluriel, donc c'est les institutionnels, les grandes banques, les fonds privés, les hedge funds, tout ça. Les impacts, l'impact de l'intelligence artificielle sur le prix, alors tout ça ce sont évidemment mes hypothèses personnelles à moi avec mon recul de trader. Donc je vais vous donner un peu ces observations là depuis ces dernières années que je trade, qu'est-ce qui a changé. Enfin nous répondrons à la question, est-ce que c'est la fin du trading? Qu'est-ce qui reste à faire malgré la montée en puissance de l'intelligence artificielle? Allez, on est parti. Alors le contexte sur ces dernières années, l'intelligence artificielle, elle est majoritairement donc utilisée par les hedge funds, par les institutionnels qui ont donc les moyens de l'utiliser, de payer des chercheurs, des thésards en mathématiques pour l'utiliser, la mettre à contribution du trading. Rappelez-vous que c'est pas un hasard si les gens les plus brillants qui sortent des grandes écoles, des grandes universités, s'orientent vers le trading parce qu'il y a de l'argent à gagner. Et donc vous êtes en concurrence directement avec ces cerveaux, ces esprits brillants. Voilà, donc eux l'utilisent, les hedge funds, depuis au bas mot 10-15 ans. Bon, moi j'ai été diplômé d'une école d'ingénieur en 2004. Déjà à l'époque, en fait, on avait de l'intelligence artificielle et mon projet de fin d'année, d'ailleurs, c'était sur les réseaux de neurones appliqués à l'électronique embarquée. Donc ça fait pas mal d'années que c'est déjà entre guillemets public et utilisé et notamment voilà, les hedge funds ont commencé à appuyer sur l'accélérateur déjà depuis longtemps. Peu accessible, donc sauf aux ingénieurs et autres scientifiques, puisque je vous l'ai dit, c'était déjà dans les cursus dans les années 2000. Donc l'exemple le plus connu en fait de hedge fund qui a massivement réussi en investissant dans l'intelligence artificielle, c'est Renaissance Technologies. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est le hedge fund qui a été créé par James Simons, un mathématicien brillant qui a eu en fait la plus brillante idée. Ça n'a pas été de créer un système lui-même parce que même s'il a eu des idées, il a surtout fait son hedge fund en s'associant avec d'autres personnes, d'autres PhD, je ne sais pas comment on dit en français, d'autres personnes avec d'autres mathématiciens. Et il a eu ce génie de recruter intelligemment ces personnes-là, de les mettre autour d'une table, de réfléchir à des systèmes, à des modélisations mathématiques. Juste pour vous dire que Renaissance Technologies, c'est un hedge fund, je crois, qui a été bénéficiaire, si je ne dis pas de bêtises, durant toutes ces années d'existence. Qui est composé de plusieurs fonds. Il n'y a pas qu'un seul fonds, il y a plusieurs types de fonds. Donc il y en a certains qui ont été quand même négatifs à des moments donnés, mais c'est un des meilleurs hedge funds au monde. Et ces équipes-là de chercheurs gagnent très bien leur vie. En fait, c'est un hedge fund qui, au départ, je crois, a été ouvert publiquement à des investisseurs, triés sur le volet quand même. Et maintenant, petit à petit, ils se sont refermés. C'est quand même une machine à sous incroyable. Et ils préfèrent redistribuer les bénéfices plutôt aux employés qu'à des investisseurs. D'ailleurs, il faut savoir que les premiers mathématiciens qui sont arrivés historiquement, la plupart, je crois, sont multimillionnaires, puisque en outre, il y a le salaire, mais ils ont aussi massivement eux-mêmes investi leur économie dans le fonds. Ils avaient cette possibilité-là d'utiliser le fonds, comme des investisseurs externes l'avaient fait à l'époque, sauf que eux, voilà, sont internes et donc bénéficient pleinement de la performance du fonds. Pour vous montrer un petit peu, j'ai sorti le site ici. Donc voilà, Rentech, Renaissance Technologies, un site assez simple.
Donc si vous cliquez sur About, vous avez voilà, quelques chiffres sur le fond. Donc ça fait 13 ans qu'ils opèrent, 300 employés, c'est pas énorme, autant donner vraiment le chiffre d'affaires qu'ils crachent. Et vous avez donc 90 PhDs en mathématiques, physique, computer science, c'est donc informatique et autres. Donc c'est absolument incroyable. Si on s'arrête un petit peu sur les offres d'emploi, alors moi je les ai un petit peu regardées avant. Donc vous avez des programmeurs data, hein, tout ce qui est data, financial infrastructure, tout ça, c'est pas, on recrute pas des traders les mecs, hein, c'est vraiment un fonds de trading algorithmique, ce sont des scientifiques. Et quand on regarde un peu les salaires, donc vous voyez ici, hop, 129 000 à 224 000, c'est pas mal. Project management, donc en France, project management, c'est beaucoup mieux payé que quelqu'un qui fait la technique. Ici, vous voyez, bah, c'est un peu pareil, c'est même moins. donc en fait, on voit l'état d'esprit du américain très pragmatique, c'est-à-dire qu'ils vont payer les sachants, hein, ils vont payer vraiment les gens qui font, plutôt que ceux qui éventuellement les encadrent. Web programmeur, un web programmeur, combien il est payé, vous voyez, pas mal. Et là, j'étais très étonné de voir, donc alors research scientifique, je pense que voilà, on va taper dans les 224 000 par an. Et ceux qui sont aussi bien payés, voire mieux, bah, ce sont les systèmes administrateurs. Vous voyez, en fait, la fourchette est plus réduite, elle part déjà à 180 000. Donc c'est déjà dans la fourchette haute, alors que je me pensais que ça allait être beaucoup plus bas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, sans les administrateurs système, le fond ne tourne pas, personne pour corriger les bugs, personne pour surveiller tous les multiples batchs et scripts qui tournent la nuit. Donc c'est vraiment un job critique, quoi. C'est vraiment les pompiers, et plus que ça, c'est des pompiers, éventuellement des bâtisseurs de scripts pour assurer la maintenance de ce fond. Donc voilà, c'est intéressant. Regardez, peut-être vous pouvez postuler pour les plus talentueux d'entre vous. Je pense que c'est une excellente expérience si vous savez bien parler anglais. On continue. Alors comment gagnent-ils? Je ne peux évidemment qu'émettre des suppositions. Ils ont un edge, c'est-à-dire une espérance de gain dans la prédiction comportementale. C'est ça, à mon avis, le plus important qu'ils arrivent à faire. C'est à savoir comment nous, humains, quels sont nos instincts, quels sont nos réflexes. Et ça, je vais vous l'expliquer concrètement. Donc, dans les années 80-90, déjà, premièrement, ce sont les premiers à avoir eu accès, ces institutionnels, à Bloomberg. Bloomberg, il est sorti avant même que le PC soit sur les tables de tout le monde, quoi, hein. Bloomberg, il a inventé donc l'ex-maire de New York, c'est le même, hein, Michael Bloomberg, il a inventé son terminal dans 1980. Voilà, à l'époque, il y avait que ça, quoi. C'était bien avant que le Minitel sorte, hein, pour vous donner un petit peu un équivalent. Donc dans les années 80-90, Bloomberg a fait une agence de presse, donc pour les news. Et puis, donc vous aviez ce fameux terminal Bloomberg qui centralisait déjà une information que personne n'avait nulle part ou de façon décentralisée. Donc déjà, en fait, rien que d'avoir ça, à l'époque, ça donnait un super edge. Parce que vous aviez accès à des informations financières par entreprise qui étaient disponibles nulle part. Vous voyez, il n'y avait pas Internet, donc c'était un réseau interne, interbancaire, inter-institution. Donc vous aviez également l'accès à d'autres personnes, d'autres institutions, d'autres fonds immédiatement, pour savoir, déjà pour avoir les nouvelles, qu'est-ce qui se passe sur un marché, qu'est-ce que tu vas faire. Voilà, donc déjà, grosso modo, à l'époque, Bloomberg donnait un énorme avantage. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais quand même, Bloomberg s'est enrichi au fur et à mesure des années. Vous avez des options, vous pouvez avoir accès absolument à tout, vous pouvez consulter un billet d'avion, vous pouvez voir ce qui transite dans les pipelines en temps réel, les avions qui survolent un tel pays en temps réel, etc. Enfin, vraiment, c'est démentiel. Dans les années 2000, les meilleurs hedge funds trouvent de la data ailleurs, c'est-à-dire que forcément au bout d'un moment, tout le monde a la même chose, bon, le marché devient vite saturé, efficient, on dit, et des hedge funds se mettent à creuser la data, c'est-à-dire à faire du quantitative trading, c'est-à-dire d'aller chercher dans la data historique, soit dans Bloomberg, mais également dans d'autres sources, dans des statistiques, ils vont aller regarder dans toutes les publications universitaires ou dans toutes les, je dirais, tous les systèmes qui génèrent de la donnée transactionnelle pour compter, par exemple, le nombre de personnes à tel endroit, pour compter la consommation en général, hein, la consommation des particuliers, la consommation en immobilier, les ventes, etc. Voilà. Donc en fait, dans les années 2000, ces fonds-là ont commencé à regarder et à chercher des patterns dans la data.
Dans les années 2010, encore une fois, c'est mes suppositions, à peu près, je vous donne une timeline évidemment qui n'est pas très précise, mais dans les années 2010, utilisation massive déjà de l'intelligence artificielle par plein de fonds qu'on pourrait citer. J'avais lu un article sur ce sujet il y a un an, je crois, et on était tourné autour de 70-80% de fonds qui utilisaient l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Donc eux, pourquoi ils l'utilisent? Ils l'utilisent tout simplement pour compiler la data qu'ils reçoivent, puisque la data, elle peut avoir de multiples sources. Le plus compliqué, c'est d'en trouver des patterns. Donc on peut trouver des patterns manuellement dans la data. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai accès à de la data que j'achète, ou j'ai des partenariats avec des personnes qui me la produisent, et manuellement, je cherche des patterns, je cherche en fait des stratégies avec cette data. Ça, c'est vraiment mon métier en fait à 70-80% de mes journées. Le matin, c'est ce que je fais. Mais avec l'intelligence artificielle, alors c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi, voilà, j'ai fait un peu d'intelligence artificielle dans le passé, mais c'était très simple par rapport à ce qu'aujourd'hui il y a. Et surtout, pour utiliser l'intelligence artificielle pour creuser dans tous ces patterns-là, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est quasi un modèle nouveau qu'il faut bâtir en utilisant plein de méthodes différentes d'intelligence artificielle. Et c'est ça, en fait, toute la valeur ajoutée des fonds aujourd'hui. Ils recrutent des génies mathématiques qui arrivent à compiler plusieurs types de technologies d'intelligence artificielle, de deep learning, avec, etc., du réseau de neurones, de l'apprentissage. Vous voyez, en fait, ils vont monter une structure qui va permettre de vite trouver en fait, des edges dans la data. Voilà un petit peu sur les dernières tendances. Et dans les années 2020-2030, on y est déjà. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ces fonds, ils travaillent sur l'autre technologie, la technologie de demain. Puisque avec ChatGPT, vous avez déjà le commun des mortels, nous, les particuliers, tout le monde a accès à cette intelligence artificielle qui est capable de nous pondre du code assez propre de A à Z. Vous pouvez faire des robots de trading maintenant chez vous avec ChatGPT, et puis bon, il faut corriger, il faut avoir quand même des notions en informatique, hein, en programmation, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai pas fait, voilà, j'ai pas fait un DUT programmeur, j'ai fait une école très généraliste, et malgré tout, je m'en sors très très bien. Ça donne pas mal ça donne déjà pas mal d'aide sur des parties du code que je ne maîtrise pas ou un peu moins. Donc je pense que ces fonds-là aujourd'hui travaillent sur d'autres technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, mais je pense aussi ils creusent en fait. Ce qui va venir, c'est un marché qui est extrêmement compétitif, extrêmement compétitif. Il y a énormément d'argent. Vous avez là en fait les cerveaux les plus brillants de la planète, et donc ces gens-là cherchent déjà en fait le coup de demain, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça. Je suis quasi certain que vous avez un département recherche et développement extrêmement poussé, et donc ces gars-là cherchent. Ils cherchent forcément quelque chose que nous, on n'a pas aujourd'hui. Donc ça, c'était un petit peu pour expliquer comment ces hedge funds se gavent, la plupart d'entre eux. Donc maintenant, on va regarder que gagnent-ils. Donc sur les traders particuliers et les autres acteurs de marché qui sont bien moins équipés qu'eux, eh bien, ils vont pouvoir avoir un niveau de prédiction comportementale vraiment incroyable. Typiquement, je vais vous donner des exemples juste dans la slide d'après. Ils vont être capables d'imiter le comportement d'un retailer. Un retailer, c'est un trader particulier en anglais. Ils vont savoir exactement à quel moment vous pouvez avoir une pulsion de sortir d'un trade, parce qu'ils savent, en fait, tout le monde sait où sont les résistances et les supports. C'est le premier truc qu'on voit sur un graphique, c'est évident. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est, a priori, visuellement, vous n'avez pas la connaissance de la microstructure du marché. Vous ne savez pas qui est au bid, qui est au ask. Vous ne savez pas, en plus, dans le carnet d'ordre, vous n'avez pas tout. Vous avez aussi ce qu'on appelle les dark pools. Vous n'avez pas toutes ces informations-là, et les gens qui ont accès à ces informations-là, non seulement savent, mais en plus, ils savent que, voilà, par exemple, sur une résistance, vous allez essayer de vendre, probablement. Donc, ils vont jouer avec ça. Ils vont jouer avec votre comportement, ils vont essayer d'acheter, ils vont voir jusqu'où vous pouvez tenir maximum statistiquement. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, quand vous êtes sur des trades, il vous arrive très souvent, vous êtes en train de vendre sur la résistance, c'est le moment où vous sortez, où vous rachetez votre vente, le marché redescend exactement là où vous vouliez, quoi. Donc, ils vont vous chercher là où vous êtes, ils vont vous balader, ils vont vous promener, parce qu'ils ont une excellente connaissance des comportements des traders particuliers et même d'autres institutionnels. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment un jeu où ils doivent savoir penser mieux
que tout le monde comment vous agiriez sur le marché. Alors que nous, traders particuliers, on agit en fonction de ce qu'on voit visuellement sur un graphique. Je parle vraiment pour le commun des traders particuliers qui utilisent que l'analyse technique. On a l'habitude voilà, de se référer qu'à ça. Or, il y a bien plus derrière. Eux, ils vont effectivement connaître tous ces niveaux-là et jouer avec nous. Il y a également de la manipulation de marché. Ce que j'appelle la manipulation de marché, c'est accéder à des stratégies qui sont, on va dire, pas forcément très légales, mais difficilement punissables. Donc le trading haute fréquence, High Frequency Trading, HFT, c'est ça, c'est le fait d'identifier des gros acteurs de marché, de passer les ordres avant eux, d'être exécuté avant eux parce qu'on a une meilleure connexion jusqu'au data center de la bourse, etc. Et donc gagner en fait sur des toutes petites opérations très très rapides, sur tout type de marché, hein, les actions, les indices, etc. Voilà, donc ça c'est la manipulation, un exemple de manipulation de marché, il y en a d'autres, hein, le pump and dump, le fait de... Bon, bref, il y en a vraiment plein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc la rapidité d'exécution également, puisque sans parler de trading haute fréquence, ces acteurs-là de marché ont la possibilité, je sais pas, si vous voyez en fait un carnet d'ordre, vous avez un ordre, où vous êtes par exemple, vous voulez acheter un tel niveau de prix, dans votre exécution, je parle du vrai marché forcément, pas des CFD, mais vous avez un ordre, Donc en fait, ces acteurs-là de marché peuvent passer avant vous parce qu'ils ont accès à des brokers qui vont les mettre en fait bien avant vous dans la pile d'exécution. Donc ça, et c'est un critère, hein, la qualité d'exécution pour un broker, c'est un critère d'évaluation qui est très important. Et également les frais, puisque quand vous avez accès à des brokers, des prime brokers, des brokers pour les professionnels, mais bon, c'est normal, hein, eux passent énormément de quantité d'ordre, donc ils font une économie d'échelle. Ça leur permet d'avoir des frais quand on les ramène à l'ordre, vraiment très peu chers. Voilà. Normalement, ils sont passés des frais. Enfin, voilà, il y a plusieurs il y a plusieurs façons de comptabiliser ces frais. Mais c'est un avantage que, par exemple, eux ont par rapport à nous. C'est quand même pas petit comme avantage. Maintenant, en fait, l'impact sur les prix. Qu'est-ce qu'on va voir sur les graphiques? Comment ces institutionnels qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est surtout eux, c'est pas l'intelligence artificielle qui nous détruit, c'est l'utilisation qu'en font certains institutionnels, une grande partie des institutionnels. Donc, ce que moi j'ai remarqué, c'est une distorsion des prix qui est beaucoup plus grande qu'avant. Quand vous regardez, déjà les volumes sont beaucoup plus importants qu'avant. Vous avez plus d'argent, vous avez du levier. Donc quand nous on a un levier qui est limité à cause du régulateur européen à maximum 20 sur les indices, 33 sur le Forex, je ne sais plus combien sur les matières, entre 20 et 30, eux ont accès à des leviers qui sont beaucoup plus importants, 100 fois, 1000 fois plus importants. Ils peuvent taper du levier 100, du levier 1000 sans problème. Donc il y a énormément de volume, beaucoup plus qu'avant. C'est quasi une croissance exponentielle. Vous avez une distorsion des prix beaucoup plus grande qu'avant. Ça on le voit, c'est-à-dire que quand on regarde la volatilité historique, par exemple prenez les bandes de Bollinger, vous comptez le nombre de fois où le prix est sorti à un écart type de 2 ou un écart type de 3, vous allez voir que le nombre d'occurrences est beaucoup plus important là sur ces dernières années qu'elle ne l'était dans les années 80 ou 90. Ça veut dire que cette distorsion des prix, elle est réelle. Donc il faut avoir en fait, donc ce cône de volatilité, il a tendance à s'évaser, à être beaucoup plus important avec le temps. Vous avez plus de nervosité à certains moments. Vous avez plus d'acteurs de marché qui investissent plus, donc la nervosité est beaucoup plus importante. Quand vous avez, ça dépend des statistiques évidemment, des news, mais à certains moments, vous pouvez vraiment avoir des bougies spectaculaires qui peuvent soit vous faire très mal, ou au contraire vous faire gagner beaucoup. Donc c'est aussi une façon de trader qui change par rapport à ça. Vous avez ce qu'on appelle la chasse au stop, qui n'est pas une chasse au stop du broker qui veut absolument vous stopper. Ça, c'est vraiment le fantasme du trader particulier qui pense qu'on va lui chercher son stop chez IG ou chez un autre broker CFD. Non, le broker CFD, j'aime pas trop le comparer à un casino, mais c'est un peu ça. Lui, l'intérêt, c'est que ses clients reviennent. Donc, les clients doivent avoir en fait un salaire fixe. Ça ne doit pas être des gens, même s'ils sont capitalisés, en fait, ils doivent être récurrents. Ils doivent être là tous les jours pour payer le spread, pour rémunérer le broker. Donc, le broker n'a aucun intérêt à aller chercher
aller chercher le stop du trader particulier, absolument aucun. Je donne à chaque fois la preuve de mon robot, hein, même si je ne veux pas en faire la pub à toutes les vidéos, mais lui, ça fait bien maintenant 2 ans qu'il fonctionne. Il n'y a pas de problème, même s'il se fait prendre parfois les stops, il n'y a pas de... Voilà, le broker le laisse tourner, j'ai plein de clients et tout se passe pour le mieux, et c'est un robot CFD. Donc la chasse au stop, c'est ce que je disais juste avant, c'est la... Vous voyez, si vous vous souvenez ici, c'est la prédiction comportementale qui est mise en place par les plus gros acteurs de marché. Voilà, donc eux, ils vont aller vous chercher. Ils savent où vous êtes, ils savent les niveaux des résistances, supports, ils connaissent les retracements de Fibonacci, ils connaissent les vagues d'Elliott, de Wyckoff, ils connaissent les VWAP, ils connaissent les niveaux pivots. Donc, ils savent exactement où vous êtes et comment vous cherchez. Voilà, donc c'est ça la chasse au stop, c'est une façon d'impacter aussi le marché. Vous avez parfois des grandes mèches, vous voyez, des marteaux là, en chandelier japonais qui vont aller chercher un niveau de prix. Comme par hasard, c'est un niveau qui est identifiable très facilement, un niveau rond, un pivot, ce que vous voulez. Et puis ensuite, ça remonte et ça fait 4%, quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. La chasse au stop. Donc, c'est pas un mythe, ça existe. C'est une sorte de manipulation de marché parce que on a un comportement très prévisible. Voilà, donc ils ont accès à toute l'information, à toute la structure de prix, comme je vous le disais, pour connaître les intentions, nos intentions. Alors ensuite, plus de bruit sur les unités basses, par exemple, j'ai remarqué ça, c'est-à-dire que sur du X-Tick, 100 tick, 50 tick, peu importe combien vous regardez, donc les bougies de X-Tick, c'est des bougies qui se forment sur un nombre de ticks fixe que vous déterminez. En fait, je remarquais qu'il y a énormément de bruit, beaucoup plus de bruit quand on va sur un marché où ça pulse sur un marché centralisé. Donc si vous regardez les futurs ou certains ETF sur New York Stock Exchange, voilà, donc bref, vous avez des marchés qui sont très compliqués à lire en XTIC. Et moi d'ailleurs, j'ai tendance à utiliser l'unité de temps 1 minute ou 2 minutes pour avoir un peu de recul. Parce que ça devient insupportable. On n'arrive plus à travailler quand il y a trop de bruit. Voilà. Quand il y a trop de bruit, c'est-à-dire quand vous avez des oscillations trop fortes, avec beaucoup d'amplitude et que ça latéralise, ça monte, ça descend, vous avez l'impression de voir range. Vous faites un pas en arrière, vous mettez en 1 minute, 2 minutes, vous voyez un petit peu mieux la directionnalité. Voilà. Donc c'est un petit résumé des impacts qu'on peut nous avoir sur les marchés. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. J'ai peut-être oublié des choses évidentes, voilà, mais qui ne me sont pas venues pour l'instant à l'idée. L'IA marque-t-elle la fin du trading? Donc on va essayer de répondre à cette question. Réponse, non. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je plaisante, on va répondre un petit peu plus précisément. Le trading est devenu bien plus concurrentiel qu'il ne l'était. Et en même temps, on a à disposition, nous particuliers, depuis ces dernières années, accès à énormément d'informations qui vont nous aider à prendre une bonne décision. Vous avez accès aux news pour les avoir en temps réel, en payant un abonnement. Vous avez accès à un historique incroyable pour backtester vos stratégies. Prenez TradingView, un petit abonnement, vous les avez. Vous prenez Python, vous les avez, c'est gratuit, sans abonnement. Bref, vous avez en fait avec YouTube accès à énormément d'informations et qui vont vous aiguiller sur énormément de sites qui sont là depuis 10-15 ans déjà et qui vont vous donner, sans que vous payiez un accès à Bloomberg ou au terminal Reuters, la Refinitiv, vous n'avez pas besoin de payer des choses très chères pour déjà avoir accès à beaucoup d'informations pour pas tomber dans ce que 90% des personnes font en regardant un graphique avec 3 indicateurs, quoi. Donc c'est ça qui va faire la différence. Je pense que effectivement la réponse est non. Il y a énormément de choses à faire. L'intelligence artificielle elle est là, mais vous avez des institutionnels qui ont des équipes de recherche et développement énormes. On a pris l'exemple de Renaissance Technologies. Ils ont à peu près 90 PhD en mathématiques, peut-être plus à l'heure qu'il est aujourd'hui. Ça c'était l'information sur le site. Donc c'est des gens qui se déplacent de façon très lente. Vous avez un avantage, c'est que vous pouvez avoir une idée, l'implémenter très rapidement. Voilà. Et vous n'allez pas impacter le marché. Donc eux, ils ont peur d'impacter le marché. Ils sont énormes. Ils vont réfléchir à des stratégies d'exécution, chose que nous, on n'a pas à faire. On n'a pas besoin d'exécuter. Ils ont des problématiques d'infrastructure. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de stocker des milliards de lignes de code. On n'a pas besoin de ça. Par contre, c'est un petit peu notre edge à nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir
opérer sur des petits marchés, sur des petites actions américaines du Russell. On va pouvoir en fait taper le marché à notre niveau, nous amateurs, et gagner relativement simplement de l'argent sans se mettre trop en danger. Donc c'est ça, en ayant des qualités déjà d'observation, donc il faut faire de la recherche forcément, je ne peux pas, enfin voilà, en 2 jours trouver quelque chose. C'est vraiment, il y a un travail d'observation, de recherche, de constance, et c'est ça qui va payer et vous donner un edge à terme. Parce que vous allez pouvoir déployer des solutions beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, d'ailleurs ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit, vous n'avez pas besoin de vous payer des cours sur l'intelligence artificielle pour arriver à faire ça en trading. Il suffit d'aller chercher la data. C'est du quantitative trading, il faut vraiment chercher la bonne data, chercher des patterns à l'intérieur, que ce soit de la data technique, analyse technique, ou de la data autre, data de news, de sentiments de marché, et regardez, faites preuve d'originalité et vous allez trouver des choses. Donc c'est un peu le sens de ma slide juste derrière. Ce que je disais, ce que je veux dire ici, c'est que l'IA ou tout type d'algo va toujours laisser des traces derrière lui dans le marché. Quand vous avez des programmes qui vont utiliser l'intelligence artificielle, ils vont impacter le marché. Et quand vous avez des hedge funds qui se copient les uns les autres sur des stratégies, pareil. Donc ça c'est visible. Vous allez pouvoir en fait jouer sur ce qu'ils font pour arriver à tirer des bénéfices. Mais pour ça, il faut être malin, il faut en fait détecter où sont ces patterns-là. Et pour les détecter, donc je ne sais pas si je l'ai marqué ici, la clé, encore une fois, c'est d'investir en vous, c'est d'investir dans du temps pour travailler avec méthode, pour regarder où sont ces patterns-là, pour voir s'il n'y a pas des arbitrages à faire sur ces dernières années. Alors, il faut faire attention avec le backtesting parce que voilà, le trading d'il y a 20 ans, c'est pas le trading d'il y a 10 ans, qui n'est pas le trading depuis 5 ans. Donc, backtester une stratégie sur le temps long, c'est bien, mais le marché change, les technologies changent, donc c'est pas forcément pertinent de backtester sur un horizon de temps trop large. Évidemment, si ça marche sur qui peut le plus, peut le moins, hein, ça marche sur un grand horizon de temps et sur tous les actifs, c'est encore mieux. Mais voilà, donc c'est ça la clé, c'est d'investir du temps dans les recherches de patterns. Alors pour noircir un petit peu le trait, et pour être bien clair dans mes propos, l'analyse technique seule n'apporte plus grand-chose. L'époque des turtle traders est révolue. Je ne sais pas si vous connaissez tous qui sont les turtle traders. Bon, vous regarderez des vidéos sur YouTube, je pense que le sujet est traité moult fois et également dans la sphère des chaînes YouTube francophones. L'analyse technique toute seule, il y a des choses qui vont fonctionner encore. Et moi, j'arrive à faire j'ai des stratégies qui fonctionnent qu'avec de l'analyse technique. Mais pour que vous compreniez bien, il va peut-être vous falloir beaucoup plus de trades pour arriver à une belle convergence. C'est un exemple. C'est-à-dire que si avant vous arriviez à faire de l'argent tout de suite sur quelques trades, voilà, comme une machine à sous, vous avez trouvé en fait un levier et puis ça marche, et puis vous faites ça tout le temps. Aujourd'hui, avec de l'analyse technique, si vous voulez arriver à faire de la performance, il va falloir être extrêmement sélectif dans les opportunités et surtout avoir un grand nombre de trades, c'est-à-dire vous allez faire la différence sur le long terme. La stratégie qui est basée sur que de l'analyse technique, elle va converger dans le temps, mais avec beaucoup plus d'occurrences, beaucoup plus de trades qu'avant. Mais il y a encore des choses à faire, juste que moi, mon propos, c'est de dire, allez chercher plus loin d'autres stratégies. Votre avantage à vous, comme encore une fois, c'est l'observation, votre rapidité pour implémenter des nouvelles idées. Donc n'hésitez pas à être originaux, soyez également créatifs, soyez curieux, testez, puis backtester, recommencer. Ça c'est vraiment la démarche que moi en tout cas je recommande parce qu'elle a fonctionné pour moi. J'ai des stratégies qui fonctionnent, je recherche des stratégies tous les jours, je trouve des choses. Alors j'essaie de faire en sorte que les choses que je trouve soient relativement différentes de celles que j'ai trouvées, sinon ça ne sert à rien de refaire des stratégies qui se ressemblent. Si par exemple vous faites une stratégie sur le récit, puis demain une stratégie sur le stochastique, il y a de fortes chances que ce soit très consanguin. Donc moi, mon but, c'est de chercher des stratégies qui soient différentes les unes des autres. Voilà, donc c'est un peu la fin du sujet. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'éclaircir ce que c'est que l'intelligence artificielle appliquée dans le trading et comment les fonds l'utilisent et comment nous, en fait, on peut avoir un avantage sur le marché pour quand même faire de l'argent, puisqu'il y a pas mal de choses à faire
On a à disposition beaucoup d'outils, donc il n'y a pas de raison. Pour terminer le coin des nouvelles, donc je vais aller assez rapidement. Tradigraph V4 est sorti, donc on a eu déjà les premières positions avec le système de sécurisation des gains, le système, également un système qui fait en sorte que le robot ne prenne pas de position pendant les jours fériés, et vous avez également un système, c'est-à-dire la possibilité de programmer le nombre de contrats exact pour le robot. Vous avez également un nouveau robot, le Dow Jones, sur le Dow Jones qui va bientôt sortir d'ici un mois et demi, je ne sais pas. Il est en train de tourner sur compte réel et donc j'attends de voir en fait des bons résultats. D'être à l'aise avec sa façon de fonctionner. Il y a également une revue du code là qu'un ami est en train de faire. Donc tous ces éléments-là sont obligatoires avant que je sorte une nouvelle stratégie. Donc vous voyez, je ne suis pas pressé, je laisse faire un peu le temps et il faut que la stratégie soit bonne avant tout. Il y a également le site qui doit sortir très prochainement avec une section outils. Donc j'ai du retard, je suis vraiment désolé sur ça. Mais voilà, dès que ce sera fait, je vous le dirai. La section outils comprendra également des outils TradingView, puisque l'avantage de TradingView, c'est qu'il est gratuit. Il est gratuit, assez sympathique aussi. Donc moi, comme ça, je dédouble tout ce que je fais dans PowerItem sur TradingView. Langage de programmation, TradingView est assez simple. PinScript, pas InScript. Voilà, puis sinon vous avez également donc, sur mon site l'ensemble des formations de scalping. Juste pour rappeler, tout ce que vous pouvez apprendre sur le trading, vous pouvez l'avoir en fait sur YouTube, vous pouvez l'avoir sur Internet. Il y a énormément de documentation, vous avez énormément d'informations. Voilà. Moi, quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec une petite formation généraliste, voilà, très bien, j'étais très content de ça. Et puis après, je me suis formé tout seul. Mais je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je ne vais pas me rapprocher d'un établissement formateur? Je voulais vraiment faire voilà, une formation qui coûtait dans les 15 000 euros, mais voilà, je n'avais pas la possibilité à l'époque de lâcher mon travail, de payer un logement, de me former sur 2-3 mois, etc. Donc j'ai choisi de me former entièrement après cette formation généraliste sur Internet. Donc tout y est, les bouquins, j'ai lu énormément de livres en anglais, français. Vous avez la possibilité. Donc ce que je propose là, c'est pour gagner du temps finalement. Pourquoi vous prendriez une formation payante? Bah, moi, c'est comme ça que je fais. Si par exemple j'ai besoin de gagner du temps sur un sujet de trading, par exemple, vous voyez, si j'ai envie d'apprendre, je sais pas moi, un nouveau truc, par exemple sur les options. Voilà. Si demain je dois apprendre les options, aujourd'hui, comme j'ai un emploi du temps qui est super chargé, voilà, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle, bah, je vais payer une formation sur les options pour être au tip top là-dessus, quoi. Voilà, ce sera vraiment cadré, je vais aller directement à l'essentiel. Maintenant, si j'avais 23 ans, sorti de l'école, non, j'investirais énormément de temps dans les livres, sur les graphiques. Je chercherai la ressource de partout là où elle est, quoi. Parce que je pars du principe qu'à 23 ans, on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'à 40. Donc voilà, donc pour préciser un petit peu ces formations-là, qui sont trouvables sur le site. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord des compagnons. Nous avons passé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Ah oui, au fait, nous avons passé les 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Nous sommes à 21 000, donc merci beaucoup pour votre suivi. Je sais bien que vous n'êtes pas forcément 20 000 à regarder les vidéos à chaque fois. Mais ça monte, la chaîne progresse, donc un énorme merci à tous pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien du Discord est dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!